Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Marlon-Dupuis. Cette semaine, édition dans les bois. Nous avons, comme beaucoup de gens, dû adapter nos formules et nos manières de faire en lien avec la crise sanitaire qui nous touche présentement. D'ailleurs, au cours des prochaines semaines, nous allons moins répondre aux questions qui sont tournées vers les intérêts de nos auditeurs, mais plus tournées vers les questions qui nous concernent en tant que Première Nation sur la crise du COVID-19. D'ailleurs, c'est quand même un aspect qu'on voit pas aussi souvent que les autres, c'est-à-dire le point de vue des Premières Nations. Cependant, nous avons quand même pu entendre beaucoup des choses qui se sont préparées, des choses qui se sont instaurées dans les communautés autochtones. Je pense particulièrement à ma communauté présentement qui a fermé l'accès à la communauté et permet uniquement ceux qui y habitent de rentrer et de sortir, en encourageant définitivement les gens à aller uniquement faire leurs achats nécessaires et à se tenir quand même distants les uns des autres, ce qui est très difficile dans une communauté qui, est très proche socialement, deux, est aussi très proche au niveau des habitations. On s'entend qu'on est encore dans des communautés où il y a du sous-financement par rapport aux habitations, aux maisons. Alors, il faut de plus en plus de logements pour les familles qui sont quand même assez grandissantes. Cependant, ces politiques-là, mises en place par les communautés et aussi par le gouvernement du Québec, permet de créer une distance physique plutôt qu'une distance sociale. C'est une amie sur les médias sociaux qui m'a fait remarquer ce point-là. C'est de ça qu'on devrait parler plus. Parce que quand on parle d'une distanciation sociale, surtout pour les premiers peuples, que ce soit les Premières Nations au Québec ou les Inuits dans le Nord, ça indique quelque chose qui historiquement est très négatif quand même, parce qu'une distance sociale veut souvent dire une répartition sociale qui est inégale. Donc, on va penser beaucoup à la crise du H1N1, par exemple, en 2009, où on a l'histoire de certaines communautés qui ont demandé de l'aide au gouvernement et plutôt que d'envoyer des médecins ou des médicaments, ils ont envoyé des sacs pour les cadavres. Donc, vous pouvez imaginer qu'une distanciation sociale, ce n'est pas souhaitable en ce moment. On peut en voir de la distanciation sociale si on regarde les politiques aux États-Unis ou si on regarde même au Brésil. Et ça a des conséquences désastreuses et même mortelles pour beaucoup de communautés parce que certaines des communautés riches, elles, s'en sortent très bien en pouvant se payer de l'isolement physique et les communautés plus pauvres, puis je pense particulièrement aux favelas au Brésil, qui, elles, vont subir le gros coup de la vague du COVID-19. Donc, quand on pense distance physique, on peut aussi voir comment que ça a été bénéfique pour les communautés autochtones à une époque. En 1919, quand il y a eu justement la grippe espagnole, eh bien certaines communautés qui n'étaient pas encore forcées sur les réserves, je pense à certaines communautés de la Côte-Nord, les Inuits, qui accédaient encore au territoire librement, ont pu se garder physiquement distants et donc les populations ont beaucoup moins subi de contre-coups de la grippe espagnole que certaines des communautés qui, elles, avaient été sédentarisées de force et ont eu beaucoup de décès au sein de leur communauté. Et à cette époque-là, la distanciation sociale, ajoutée à la distanciation physique, c'est-à-dire que les Blancs, à l'époque, ne se mélangeaient pas avec les Indiens, a fait que ces communautés-là s'en sont mieux sorties. Et malheureusement, la distanciation sociale, à cette époque-là, a aussi fait que ceux qui étaient dans les réserves n'ont pas eu accès aux mêmes qualités de soins, n'ont pas eu le même support du gouvernement. Donc, en espérant qu'on continue dans ces belles veines de rapprochement social, je dirais, de renforcement communautaire qu'on voit au Québec, on pourrait s'en sortir avec beaucoup moins de décès que certains des pays voisins qui vont, eux, subir les contre-coups de leurs décisions beaucoup trop timides par rapport à protéger leur population. Alors, vous pouvez imaginer, c'est très inquiétant aussi pour nos frères et nos sœurs qui sont aux États-Unis, qui vivent dans des réserves dans les communautés du Sud. Donc, ça va être de garder l'œil tourné vers ces communautés, leur offrir une voix quand elles en ont besoin et être à l'écoute de leurs besoins. Parce que là, on sait que la fermeture des vols d'avion, par exemple, cause des problèmes d'approvisionnement dans le Grand Nord et la perte de sécurité alimentaire. Donc, cette grande chaîne très fragile qui vient avec justement l'économie nord-américaine et capitaliste va s'effondrer. Donc, on va vraiment avoir nécessairement besoin de solidarité communautaire. Et ça, je pense que c'est ce qu'on doit retenir plus que la distance sociale qui a malheureusement causé beaucoup de problèmes au sein des communautés autochtones.
Alors, j'espère qu'on va pouvoir entendre de vos questions, de vos préoccupations justement en lien avec le COVID-19, en lien avec la crise, en lien avec justement la distance physique et la distance sociale qui pourrait en émaner. N'hésitez pas à nous envoyer ces questions-là. J'espère que vous allez vous garder en santé et distants les uns les autres, mais proches dans votre cœur. Je vous souhaite une belle semaine.